Et maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente... Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Mais ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Le Collectif présente Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Today, we are delighted to have with us as guest on this program Dans une heure, c'est terminé. Dr. Albert Einstein. La vasectomie, la stérilisation masculine, est une opération simple qui ne dure pas plus de 30 minutes. Très répandue aux États-Unis, au Canada et en Europe du Nord, elle reste encore assez taboue chez nous. Aujourd'hui, elle est pourtant le moyen contraceptif masculin le plus sûr. Et pour les hommes qui nous écoutent et qui voudraient tenter quelque chose d'un peu moins radical, la vasectomie n'est pas la seule méthode contraceptive masculine, il en existe quelques-unes dont l'efficacité n'a toujours pas été prouvée. À l'heure où les contraceptifs féminins rendent sceptiques, révélant progressivement leur mauvais côté, de plus en plus d'hommes font le choix d'assumer la contraception au sein du couple. Et si la contraception était une affaire d'hommes, c'est le thème de notre 18e émission. Vous êtes bien sur Radio Panique, nous sommes ensemble jusque 20h. Et si ce programme ne faisait pas monter la sauce chez vous, pas d'inquiétude, dans une heure, c'est terminé. Autour de la table pour cette première émission de la 4e saison de Dans une heure, c'est terminé, la crème de la vulgarisation scientifique. À commencer par vous, Elisa Schroeder, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, chercheuse dans le domaine des addictions, et vous disséminerez vos connaissances durant toute cette heure d'émission. J'y manquerai pas. Renaud Leloup. C'est moi. Alors, Renaud Leloup, vous êtes anesthésiste, hein, les drogues n'ont aucun secret pour vous. Ça m'arrive. Vous vous érigerez, vous, comme grand connaisseur de l'anatomie masculine dans cette émission. La bite et les couilles, tout à fait. Voilà. Cédric Van Odenove, bonjour. Bonsoir Thibaut Coudert. Vous êtes biologiste à la pensée féconde, vous enseignez la science en secondaire, et vous êtes régulièrement l'animateur de cette émission. Je prends votre rôle pour une fois. Je vous en remercie fortement, merci. Henri de Vondel, bien que vous ayez étudié l'urbanisme et non pas le corps humain, vous ne resterez pas en retrait de nos débats sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je confirme. Et puis, d'ailleurs, Henri de Vondel, vous qui aimez l'urbanisme, comment s'est passée cette journée sans voiture pour vous dimanche ? J'en ai pleinement profité, mais il n'y a pas forcément de lien entre l'urbanisme et la mobilité. Non, bien sûr, mais bon voilà. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Vous aimez la ville et donc je voilà, sais que... je suis un urbain. Voilà, t'as un raccourci un peu facile, je pense. Oui, bah voilà, c'était juste pour aborder la journée sans voiture. Alors, juste quelques chiffres, la journée sans voiture, la qualité de l'air, tout ça. C'est vrai que t'as préparé. Est-ce que vous êtes un petit peu écologiste dans l'âme aussi, Henri ? Oui, de moins en moins malheureusement. Non, vraiment, bel impact, très bel impact positif. Il se dit que le ministre de la Mobilité de la région bruxelloise voudrait en organiser 2. Alors j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais 2 par an. Oui, j'ai même entendu une par trimestre, effectivement, oui, mais ça fait quelques années qu'on en parle et on... Ça ne se fera sans doute pas ? Sans doute que non. C'est très contraignant pour beaucoup de Bruxellois malgré tout. Pas dans ce contexte d'élection, hein, c'est beaucoup trop dangereux de faire des choses comme ça. Et puis une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir d'accueillir un invité. Quentin, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être là. De rien. Et vous avez fait le choix de la vasectomie ? Oui. Alors, on l'annonce comme ça directement, oui. comme ça, pas de pincette, rien. Voilà, dans cette émission, parfois on accueille des scientifiques, des spécialistes d'un domaine, et puis parfois on aime bien aussi inviter des gens qui ont quelque part éprouvé les choses. Bénéficier. Exactement. Bénéficier des choses. L'opération s'est déroulée il y a quelques mois ? 2 mois. 2 mois, très bien. Alors vous nous raconterez tout ça, tout en détail évidemment dans cette émission, on compte sur vous pour ça. Mais comme d'habitude, nous entamons l'émission par le journal des news, de l'actu de la science. Des oméga 3, des bastons sans conséquence, du vieux fromage et du plastique recyclé, les dessins de nos ancêtres, le syndrome de Redoch, tout ça c'est tout de suite dans le journal des news de l'actu de la science. Ouais, j'adore la science.
Alors, Elisa, parle-nous des oméga 3. Voilà, je récupère mon micro. Oui, donc en fait, je vais vous parler un petit peu de l'anxiété. Parce que l'anxiété, à ce jour, c'est un des troubles psychiatriques les plus communs, puisque l'OMS estime qu'une personne sur 3 rencontrera un jour dans sa vie des problèmes d'anxiété. Et je veux dire par là une anxiété au sens psychiatrique du terme, et donc pas des simples bouffées d'angoisse face aux aléas de la vie. Alors à l'heure actuelle, il existe des possibilités de traitement pour l'anxiété, que ce soit des médicaments ou de la psychothérapie, mais ceux-ci viennent parfois avec des effets secondaires importants ou représentent un certain coût. Très récemment, cependant, des chercheurs japonais ont fait le point sur le pouvoir de certains acides gras à combattre les symptômes d'anxiété, et il s'agit bien sûr de ces fameux oméga 3. Il apparaîtrait donc que chez les patients qui souffrent d'une anxiété qui a été diagnostiquée par un psychiatre, une dose quotidienne de 2 grammes d'oméga 3 permettrait une réduction significative des symptômes. Alors attention cependant, même si ce traitement devient un jour un traitement de première ligne pour les troubles anxieux, il doit évidemment s'insérer dans un suivi médical et thérapeutique absolument complet. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Merci Elisa. Alors Cédric, ce ne serait pas si grave de se casser les dents dans une castagne? Dans une castagne, dans une bagarre, une bataille, une châtaigne. Il y a des chercheurs chinois qui... J'ai revu mes chansons de Renaud. Non, on en connaît peut-être tous des petits garçons, des petites filles qui malheureusement petits se sont cassés une dent en se battant, c'était mon exemple, ou en se cognant. Des chercheurs chinois ont tenté de rendre la vie de ces enfants plus belle, puisqu'ils se sont demandé, tiens, ces dents qui se cassent quand ils sont très jeunes, est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement de les guérir? Et ils ont trouvé quelque chose d'assez prometteur. Chez les petits enfants qui ont une dent cassée, mais qui était une dent définitive, et à qui il reste aussi des dents de lait, ils ont pu prélever des cellules souches dans les dents de lait, les injecter dans la dent définitive, et en fait, ça permet à la dent de se soigner, de se guérir, de se revasculariser, de se réinnerver, et en fait, ça marche beaucoup mieux que les traitements habituels où il s'agissait simplement d'injecter une forme de matériau pour faire une forme de fausse dent. Et donc voilà, c'est assez judicieux, c'est assez intelligent et c'est plutôt sans risque puisqu'ils prennent des cellules de l'enfant et donc il n'y a aucun risque de rejet. Je suis assez satisfait de cette news. Très bonne nouvelle en effet. Alors Renaud, du vieux fromage et du plastique recyclé, j'ai pas exactement compris ton lancement, donc dis-nous en plus. L'astuce, c'était qu'il y avait 2 news. Ah, visiblement le malentendu était là. Voilà, absolument. Donc j'avais commencé par le plastique. Pour 2 news. Voilà. Le plastique, commençons par le plastique. Donc vous savez que nous croulons sous le plastique et que nous ne savons plus quoi en faire. Et des scientifiques ont mis au point un procédé qui nous permettrait de le recycler. Alors, il est très facile, évidemment, ce système, puisqu'il suffit de découper le plastique, d'en frotter la surface pour la rendre rugueuse, et puis d'y ajouter un photocatalyseur sous forme de nanoparticules de sulfure de cadmium, avant de plonger le tout dans une solution alcaline exposée à la lumière du soleil. L'ensemble produit alors de l'hydrogène, susceptible d'être utilisé comme carburant dans les voitures à hydrogène. Simple. Évidemment, quand c'est aussi simple que ça, c'est que c'est compliqué et le procédé industriel pourrait prendre énormément de temps, évidemment, pour aboutir, malheureusement. Mais c'est prometteur. Moi aussi, je suis satisfait de ma news. Et alors, tu as une deuxième sur le vieux fromage. Le vieux fromage. Des chercheurs, figurez-vous, ont trouvé dans des vieilles poteries de plus de 7200 ans des résidus de graisse qui, selon eux, pourraient faire partir du processus de fabrication du fromage dans le bassin méditerranéen. Voilà, comme quoi, même quand c'est pourri, c'est toujours bon. Est-ce que cette news te satisfait autant que la première? Oui, j'ai trouvé ça formidable. Un bon bleu de 7200 ans. Alors Elisa, on a trouvé de nouvelles grottes à Lascaux. Alors non, Ah non, c'est ça. c'est bien essayé. Ah, ouais, Alors en fait, On a eu peu de temps de préparation. donc non, en fait, c'était pas à Lascaux l'astuce, mais de Lascaux. Ah, Alors, d'accord. puisqu'en fait, c'est une immense découverte qui a été faite historiquement parlant, c'est assez incroyable dans le monde de l'archéologie, et ça s'est passé en Afrique du Sud, où des archéologues ont mis en évidence une grotte particulièrement riche en dessins humains, qui semblerait dater de plus de 70 000 ans, soit 30 000 ans plus vieux que les plus anciens dessins connus jusqu'à présent. Et alors, à titre de comparaison, Lascaux, justement, les dessins de cette grotte seraient vieux d'approximativement 18 000 ans. Donc, on parle vraiment d'une grande différence de temps. Et cette découverte est très importante puisqu'elle suggère que les premiers Homo sapiens qui venaient du sud de l'Afrique dessinaient déjà, ce qui nous pousse à reconcevoir notre perception de leur capacité d'abstraction, notamment. Eh bien, Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait
le dessin? Alors pour l'instant c'est un petit peu flou, hein, donc ils sont encore en train d'essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé, d'autant que apparemment il y a quand même un bout du dessin qui manque, donc ça reste un petit peu mystérieux. Eh bien, plein de bonnes nouvelles dans ce journal des news, et nous allons terminer en beauté avec Cédric, puisqu'une chaise à bascule pourra maintenant servir de traitement. Est-ce bien ça? Alors c'est bien ça, tu t'es pas trompé dans le lancement, c'était un peu bizarre. Tu m'avais dit de lire. Je t'ai donc demandé de parler de chaise à bascule, absolument. Alors oui, petit retour en arrière en Écosse, chez Milena Canning, qui malheureusement en 1999 a fait un petit AVC. Alors un AVC, juste pour rappel, c'est quand il y a une artère qui se bouche, et quand cette artère est supposée vasculariser le cerveau, eh bien il y a des parties du cerveau qui meurent. Et chez Milena Canning, c'était la partie responsable de la vue qui normalement devait complètement mourir, ce qu'elle a fait. Et Milena Canning, alors qu'elle aurait dû être aveugle, souffre en fait du syndrome de Redock, qui est en fait un syndrome où les patients ne voient que les choses en mouvement et ne perçoivent absolument pas les choses immobiles. Donc quand elles ont quelque chose d'immobile devant les yeux, elles ne voient rien, et dès que ça bouge, ça devient visible. Alors comment est-ce qu'on explique ça ? Simplement parce qu'il y a d'autres parties du cerveau qui vont un petit peu prendre le relais et qui vont subir un phénomène qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et chez Milena Canning, c'est ça qui s'est passé. Il y a une étude qui vient de paraître là-dessus, et je ne connaissais pas du tout ce syndrome, et je trouve ça très intéressant. Et pourquoi, Henri, je te demandais de parler de chaise à bascule ? Parce que son ophtalmo lui a dit, si vous ne voyez que les choses qui bougent, soyez sur une chaise à bascule quand vous parlez aux gens, ça vous permettra d'augmenter vos capacités visuelles et d'avoir des conversations de meilleure qualité. Du coup, elle se déplace avec une chaise à bascule tout le temps. C'était donc ça, je comprends mieux. Mais merci à tous pour toutes ces news très très intéressantes, hormis celle sur le fromage. Et nous allons à présent écouter un petit morceau. Mais on faisait musique. déjà du fromage. C'est formidable. Stop trying to look like models in the TV show. Why would you want to be someone you do not know? Girl, you're not so pretty, even in the winter snow. You deserve much better. I think it's time to grow. Stop trying to look like models in the TV show.
Et nous écoutions Fisher de Camel Power Club. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Aujourd'hui, il est question de contraception masculine. Alors, petite question autour de la table. Combien existe-t-il de moyens contraceptifs masculins ? Allez, à votre avis, pour ceux qui n'ont pas préparé cette partie-là de l'émission, évidemment, Cédric, Henri et notre invité, Quentin. 22. Combien ? 22. 22 ? 4. 4. 7. La bonne réponse ? C'est un petit peu plus malheureux que ça. Dans les techniques actuellement validées, 2. Voilà. Ah, d'accord. Alors, quelles sont les catégories, hein, je pense qu'il y a les sous-catégories, mais bon. Et Oui. encore. Alors, quelles sont justement quelles sont toutes ces méthodes ? On commence avec Avec la base, hein, La je base. veux dire, comme tu dis si bien, le sacro-saint préservatif, hein, que nous connaissons tous, qui a l'avantage évidemment de bloquer les petits spermatozoïdes directement à la sortie et de protéger l'utilisateur bien sûr des MST, ce que ne font pas tous les moyens de contraception. Oui, c'est même le seul. C'est même le seul, voilà. ouais. Qui bloque les MST. On le rappelle encore une fois, c'est important. Voilà, donc Ah oui, sortez d'accord. couverts. Donc, il y a des Donc, choses c'est que un j'apprends dans petit- cette émission, hein, chaque fois, chaque jour. Un petit emballage en caoutchouc qui En plastique, du coup. oui, ça dépend du fabricant, hein, Ou après tout, polyuréthane. Ou polyuréthane. et qui entoure la verge en érection et qui se met avant le coït et qui se retire directement après. Ah, ça ne se ça ne réutilise se laisse pas. pas, hein, ça. Non, Mm. c'est pas top. Et il existe également un moyen assez original que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est le slip chauffant. Mais oui, effectivement, c'est plus inhabituel, alors c'est pas encore énormément utilisé, mais donc le principe du slip chauffant, c'est que messieurs, grâce au port de ce super slip, vos testicules vont remonter, être plus proches de votre corps et vont donc être plus chaudes, puisque a priori je pars du principe que tous ceux qui sont dotés d'une paire de testicules autour de la table savent que celles-ci ont tendance à un peu pendre quand il fait chaud. Eh bien c'est simplement... Eh ben, Mais oui. on va demander de valider Eh la... ben, autant Non, j'ai mais pas vous préparé cette ricanez, émission, mais c'est autant vrai. j'ai une réponse à tes questions, en effet. Mais donc voilà, donc le principe en fait, c'est que pour que la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes puisse se faire, eh bien il faut que les testicules soient à une certaine température et si on les rapproche du corps, elles sont plus chaudes et du coup, eh bien la spermatogénèse ne se fait pas. Alors le problème c'est que c'est un petit peu contraignant, c'est-à-dire que vous devez porter ce slip un minimum de 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis bon, à l'heure actuelle, c'est pas encore très très clair au niveau de l'efficacité. Et notamment, l'OMS, en tout cas, ne se prononce pas et ne recommande pas encore, en tout cas, l'usage du slip chauffant. Mais C'est une méthode controversée, hein, tout à fait. Ni ce nom ridicule d'ailleurs. C'est vraiment- Il s'appelle également le remonte-couille toulousain. Voilà, j'ignorais. Le RCT, oui, si, le remonte-couille toulousain, ça porte ce nom-là aussi. Mais Et donc- alors, il faut le porter quelques mois avant que les... Ben, en fait, ce que vous allez voir avec toutes les méthodes de contraception masculine, à part la capote, évidemment, c'est que globalement, il faut à peu près toujours attendre ouais. entre 1 et 3 mois pour que ce soit efficace, en fait. Mhm. Très bien. Et donc, effectivement, la spermatogénèse se passe à une température inférieure à la celle du température corps. corporelle. D'ailleurs, Voilà. on peut rappeler peut-être à nos auditeurs, vu qu'on parle de testicules et qu'on a le droit aujourd'hui, c'est On a toujours le droit. Je sais, mais là aujourd'hui, Sur Radio c'est vraiment Panique. c'est légitime. C'est que dans la formation d'un garçon, les testicules sont, pour simplifier, plutôt à la base du dos. Et qu'il y a une Oui, et qu'elles migration descendent. lors du développement qui fait que finalement les testicules traversent la paroi abdominale pour finir dans le scrotum. Mhm. Et c'est un très beau voyage. J'ai juste une petite question sans vouloir évoquer trop profondément mon anatomie personnelle. Donc il y a une température idéale pour que la Oui. spermatozoïde se laisse. Pour toi, elle est inférieure à 0, Henri. C'est pour ça que... C'est pas de chance. Sinon, ta question, j'essaye de t'aider. La question, c'est est-ce que quand les testicules sont trop éloignés du corps, la température peut-elle être trop basse et du coup aussi affecter la spermatogénèse? C'est peut-être ça en fait la question. C'était ça la question? Oui, c'était ça. C'est une question pertinente. Mais sans vouloir rentrer trop Eh dans bien, l'anatomie d'Henri. moi, personnellement, je ne sais pas. Je sais pas si Renaud... Je ne me suis pas posé la question, Non, je mais sais pas. si ça peut te rassurer, il existe certainement des solutions chirurgicales qui peuvent remonter résoudre tes ce problème. Ok, très bien. Alors, une troisième méthode dont il sera beaucoup question aujourd'hui, puisque nous avons un invité pour en parler, c'est la vasectomie. La vasectomie, parlons-en.
Vu qu'il s'agit donc de la technique chirurgicale qui consiste à clipper ou couper les canaux déférents, donc c'est ces petits conduits qui partent du testicule vers les glandes séminales et la prostate pour conduire le petit spermatozoïde jusqu'à l'éjaculat. Et donc, on peut choisir entre couper ou juste le pincer alors ? Tout à fait, il y a 2 techniques qui existent. La première ayant l'avantage de pouvoir être réversible, la deuxième étant irréversible. Alors, je vois notre invité qui découvre. Merde. On vous l'avait pas dit. Ah, tu t'es fait clipper ou tu t'es fait couper, Quentin ? Ah, moi je suis avec un rond de couille là, donc j'ai rien compris en fait. Mais c'est vrai que la ligature donc est beaucoup moins efficace en tout cas que la coupe. Oui, et cela dit, elle n'est pas toujours réversible non plus. Hein. C'est 80% des cas, donc c'est pas si simple que ça. Il faut pas s'imaginer que c'est un truc qu'on enlève et qu'on remet à volonté. J'ai une première question pour nos auditeurs et nos auditrices. Lorsqu'on coupe le fameux canal déférent pour vasectomiser quelqu'un, la personne a-t-elle encore du sperme après ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Peut-être qu'un petit débrief sur l'anatomie. Alors, il faut savoir que dans l'éjaculat, donc cette substance blanchâtre qui émane de la verge lors de la jouissance, est formée principalement d'une sécrétion venant des glandes séminales et de la prostate. Donc, les spermatozoïdes qui partent des testicules ne forment pas du tout la masse principale, en tout cas de l'éjaculat. Donc, la personne qui a eu une vasectomie continue à avoir une éjaculation entre guillemets normale, mais simplement elle est vierge de tout spermatozoïde. C'est là qu'il faut dissocier en fait le sperme, qui est donc l'éjaculat en tant que tel, des spermatozoïdes. Et donc s'il n'y a plus de spermatozoïdes, mais par contre, il y a toujours du sperme. Parce qu'anatomiquement, on coupe en fait avant la prostate et les vésicules séminales, et donc voilà. l'éjaculat continue à se former et à être évacué lorsque c'est nécessaire. Absolument. Voilà. Il va être question aussi d'un gel. 4e méthode. Oui, alors ce gel s'appelle donc le Vasagel, et donc le principe c'est que c'est un gel polymère, et donc l'idée en fait c'est que vous allez l'injecter dans le canal déférent dont on vient de parler ici, donc c'est ce canal qui relie les testicules à la prostate et aux glandes séminales, et donc l'idée ici ça n'est pas de le couper ou de le ligaturer, mais simplement de le boucher, et donc de bloquer le passage des spermatozoïdes. Alors l'avantage c'est que cette technique est complètement réversible, parce qu'en fait il suffit d'injecter autre chose pour dissoudre le gel, et donc voilà, récupérer la possibilité pour que les spermatozoïdes passent. Alors bon, cela dit, je vous dis ça comme si c'était déjà disponible et que n'importe qui pouvait l'obtenir. C'est pas encore le cas, hein. Donc on est encore dans les essais cliniques. Ça fait des années que c'est annoncé, mais ça traîne de plus en plus. Et voilà, parce que les essais cliniques, c'est une procédure qui est très longue en recherche médicale. Et donc pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avancer très très rapidement, malheureusement. La valve, Renaud, qu'est-ce que c'est la valve ? Alors Thibaut, qu'est-ce que la valve ? La valve, c'est un peu une astuce au problème justement de la conception, parce que le problème étant qu'on clip, oui, on n'a plus de bébé, donc c'est facile, on peut s'amuser, mais quand on en a envie, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut de nouveau avoir la route qui est libre pour notre petit spermatozoïde. Et donc repasser par une intervention chirurgicale. Voilà, et ça c'est embêtant. Du coup, il y a des chercheurs qui ont mis au point un système d'interrupteurs qui clamperait, en manipulant son scrotum, on peut clamper ces canaux déférents de manière à stopper la progression des spermatozoïdes, le temps de vouloir s'amuser, et puis de pouvoir remettre le conduit en soi-même, ou il faut faire un pot de On fait ça soi-même. Donc c'est comme si on avait 2 petits interrupteurs, on fait clic-clac, et puis voilà, c'est reparti, ou bien clic-clac, c'est fermé. Malheureusement, c'est encore à l'objet de recherche, et donc c'est pas non plus idéal, parce que je pense que Quentin va nous en parler plus tard. Une fois qu'on a fait une vasectomie, il faut plusieurs éjaculations pour vraiment nettoyer le conduit de tous les spermatozoïdes, et qu'avec cette technique, c'est tout simplement pas possible, parce qu'il y a toujours des spermatozoïdes qui restent, et donc c'est jamais fiable à 100%. Moi, j'ai quand même une petite question, parce que j'ai moi-même fait une news sur un AVC où le principe, c'est parce qu'il y a un tuyau qui est bouché, il y a une zone du cerveau qui meurt. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun risque à bloquer et à boucher complètement un canal ou un tuyau qui relie mes testicules à ma prostate ? Que ça meure ? Que ce soit néfaste d'une certaine façon. Il y a un tuyau fonctionnel que tu décides de me boucher. Pourquoi c'est pas risqué pour moi ? Non, parce que la production, la fonction principale du testicule, c'est la production de testostérone. Et donc, la formation de spermatozoïdes est accessoire, en fait. Et donc, le fait de le clamper, c'est juste tu n'utilises plus tes spermatozoïdes, et donc ils restent là, et ils sont éliminés progressivement, ils sont recyclés par les testicules. Donc, ça n'a pas de conséquences néfastes à long terme. Sauf si tu éjacules très souvent sur une journée, peut-être. Je ne sais pas, hein.
Non, parce que l'éjaculat ne vient pas du testicule. Ah oui, c'est ça. Tu te trompes tout le Voilà. temps, Thibaut. Oui, Fais attention, c'est la distinction que tu j'ai n'arrives tendance pas à à faire. confondre. Et alors, on va parler maintenant de contraception hormonale, puisque tout ça est non hormonal. Oui, voilà, donc c'est un peu le dernier point qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, puisque la question qui se pose par rapport à la contraception masculine, c'est, eh bien, quid de la pilule pour hommes, par exemple ? Et déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a une petite astuce. Donc la première astuce, c'est est-ce qu'on parle de pilule hormonale au sens où on parle de pilule quand il s'agit de contraception féminine ? Alors déjà, la contraception hormonale pour hommes, en fait, il y a pas mal d'essais cliniques qui ont déjà été faits. Alors juste pour le détail, il ne s'agit pas de pilule, il s'agit d'injection ou bien de gel. Donc, mais tous les deux, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va faire une injection, on va administrer des hormones. Et donc, bon, en résumé, c'est un progestatif et de la testostérone qu'on va injecter. Et l'idée, c'est encore toujours de bloquer la production de spermatozoïdes. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sera efficace, mais seulement après 1 à 3 mois d'injection d'hormones. Alors, le souci, évidemment, c'est un peu comme toujours, dès qu'il s'agit de quelque chose qui est hormonal, c'est-à-dire ça a des effets secondaires. Et donc, notamment, dans les essais qui ont été réalisés, il y a des problèmes d'acné, une petite prise de poids, un cas de baisse d'humeur et aussi des aspects d'hypersexualité qui ont été ramenés. Alors bon, ces effets secondaires, ils sont pas énormes, ils ressemblent quand même assez fortement à ceux qui peuvent être apportés par les femmes qui sont son contraceptif hormonal, donc pilule ou implant ou n'importe quoi, enfin à peu près toutes les contraceptions féminines sont hormonales d'ailleurs. Mais cela dit, ça a quand même eu un certain impact puisque aux États-Unis en tout cas, ça a déclenché l'arrêt des essais cliniques des contraceptifs hormonaux pour les hommes. Par contre, en France par exemple, eh bien, il semblerait que l'injection d'hormones soit tout à fait disponible, même si c'est très peu connu et très peu recommandé par les médecins. Après, il y a la question de la pilule en tant que telle, donc même si on passe au-delà de la question des hormones, l'idée c'est de savoir si une pilule pourrait chez les hommes donc arrêter le processus de spermatogénèse. En fait, il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le processus de spermatogénèse chez les hommes est beaucoup plus compliqué que la gamétogénèse chez les femmes. Et donc dans l'ensemble, c'est beaucoup plus difficile en fait d'inventer un équivalent pilule contraceptive pour hommes. Et rien que pour l'exemple, c'est juste pour vous donner un des obstacles qui se mettent dans le chemin de la production de cette pilule, c'est que les hommes produisent des centaines de millions de spermatozoïdes chaque jour en moyenne. Donc même si on parvenait à faire tomber cette production à 10% du chiffre normal, eh bien les hommes resteraient en fait parfaitement fertiles. Ce qui est évidemment pas le cas chez les femmes qui produisent 1 à 2 ovules par cycle. Et donc, il y a des études qui s'intéressent à la question pour essayer de savoir si c'est possible de désactiver des enzymes qui sont nécessaires à la production de spermatozoïdes, mais à ce stade, ça reste complètement expérimental. Et surtout, si je ne me trompe pas, la contraception féminine, en fait, ne joue pas tellement sur la gamétogénèse. C'est le fait d'administrer certains hormones, je pense, joue sur la paroi de l'utérus qui permet finalement qui ne permet à rien de s'accrocher, mais ça ne change rien à la production d'ovules. La différence, c'est que les femmes naissent avec déjà leurs ovules. Donc en fait, la gamétogénèse est déjà faite à la naissance chez les filles, ce qui n'est par contre absolument pas le cas chez les hommes où ça se fait en cours de vie. Donc évidemment, le processus n'est pas le même. Après, la pilule contraceptive ne fait pas que empêcher un ovule fécondé de s'implanter. C'est pas la seule chose que ça fait, mais ça, à mon avis, Renaud nous en parlera beaucoup mieux que moi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la question de Cédric. Eh ben voilà, merci. Je suis anesthésiste, moi. C'est beaucoup trop complexe pour mon livre. Eh bien, bonsoir tout le monde, on est toujours sur Radio Panique. Je me permets de prendre la parole puisque vous ne le voyez pas, mais je me tourne actuellement vers Quentin. Tu te tournes très très bien. Je me tourne très très bien. C'est dommage qu'on puisse pas nous voir parce très que radiophonique. c'est beau. Et Quentin, vous êtes dans une sorte de tête-à-tête quelque part maintenant. Quelque part, ouais, absolument. Donc Quentin, je te regarde dans les yeux et je vais pas te le cacher, tu as peut-être une petite idée de pourquoi tu es là ce soir et pourquoi tu as été invité. Oui, pour la vasectomie. Pour la vasectomie, absolument, parce que tu as eu la gentillesse en apprenant qu'on allait parler de ça aujourd'hui, de venir nous en parler, parce que tu as été toi-même vasectomisé, c'est comme ça qu'on dit ? J'ai appris grâce à Renaud un chouette mot, parce que depuis que j'ai eu cette vasectomie, j'arrête pas de buter sur le mot j'ai subi une vasectomie. C'est toujours comme ça que je commence à le dire. Alors je l'ai pas subi puisque j'ai voulu, j'ai bénéficié. Tu as bénéficié d'une vasectomie. Il m'a sorti d'un c'est cadeau. Voilà, merci.
bénéficié d'une vasectomie. Et avant de peut-être de rentrer, je vais dire, dans le vif du sujet, est-ce que j'ai le droit de te donner la parole pour que tu te présentes un petit peu, pour savoir un petit peu qui on a, nous, en face de nous, et qui les auditeurs ont à leurs oreilles? Donc je suis Quentin, j'ai 38 ans cette année, j'ai une compagne avec qui je suis depuis entre 15 et 20 ans, j'ai 2 enfants, je suis indépendant et j'ai bénéficié d'une vasectomie récemment. En gros, voilà. Un psychanalyste. Voilà. 2 enfants. Et donc, très bien. Donc, il y a 2 mois, c'est ça? Il y a 2 mois. Et donc, je résume. Donc, la vasectomie, Elisa a dit, ça peut être réversible, mais c'est plutôt irréversible comme méthode de contraception. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment est-ce que toi, tu en es arrivé à ce choix-là, à 38 ans, de te dire, donc tu as non, c'est pas 2-3 enfants, c'est un nombre précis. Tu as une moyenne de 2,5. De 2,5 enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que, voilà, on arrive à faire ce choix-là? Déjà, peut-être même comment est-ce que tu en as été informé et comment est-ce que, voilà, tu as décidé ça? C'est quelque chose dont j'avais conscience, simplement, je pense que, un peu comme tout le monde, dans nos régions, je dirais, c'est comme si c'était une pratique qui était réservée aux personnes plus âgées. Je connaissais des personnes de plus de 55-60 ans qui l'avaient fait. Mais un jour, en fait, sur un réseau social connu, un gars que je connaissais, une connaissance, en fait, relatait avec beaucoup d'humour le processus de sa vasectomie. Donc, il faisait une petite chronique comme ça, assez rigolote. Donc, toutes les semaines, il disait vasectomie par 5, etc. Et il racontait les choses cocasses liées à cette pratique. Et là, mon franc est tombé. Je me dis, mais en fait, il a presque mon âge. Je sais, avec ma compagne, qu'on a le nombre exact d'enfants qu'on voulait, à savoir 2,5. et donc, ça a fait tilt. Je me dis, mais en fait... Et c'est elle qui avait la charge de la contraception depuis qu'on était ensemble. Et là, mon franc est tombé vraiment. Ça a fait tilt. Je me suis dit, mais puisqu'on en est là, autant que moi, je passe par la vasectomie. On a l'intention de rester ensemble. On est plutôt certain qu'on n'aura plus d'enfants. Au pire, c'est un choix effectivement assez radical, mais il existe toujours des alternatives pour avoir des enfants. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, c'est vraiment par le témoignage de quelqu'un d'autre que j'en suis arrivé là. C'est vraiment à un moment donné, j'ai changé de perception sur la vasectomie. Ce truc est arrivé à ma conscience. Voilà. Je viens juste d'apporter une petite précision pour nos auditeurs qu'en fait, avant la vasectomie, il existe la possibilité de prélever du sperme et de le congeler au cas où vous changeriez d'avis et que vous décideriez d'avoir un petit dernier. Donc voilà, pour les auditeurs qui... un peu quelque part, si tu cherches. Voilà, mais donc pour des gens qui l'envisageraient éventuellement et qui ont peur de regretter leur choix, sachez qu'au-delà effectivement de toutes les solutions qui existent, il existe aussi celle-là. Voilà. Ouais. Et c'est... peut-être pour rentrer... Après, voilà, dès qu'on rentre trop dans l'intimité de ton couple, tu nous le dis, mais tout va bien, est-ce que c'est une décision que tu as pris essentiellement seule ou ça a été vraiment le fruit d'une discussion avec ta compagne? Est-ce qu'elle t'a influencé? Enfin, influencé, pas dans ce sens-là, mais... Non, je crois qu'elle m'a regardé avec des grands yeux parce qu'effectivement, et c'est ça qui est bizarre, et c'est ça peut-être qui devrait changer, c'est que c'est un truc encore un peu étonnant qu'une personne de 35-40 ans fasse ce choix-là. C'est comme si c'était super tôt. Mais quand j'en ai parlé, quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, elle évidemment, elle a trouvé ça chevaleresque, alors que c'était pas mon objectif du tout. Pas du tout. C'est pas un geste féministe ou quoi que ce soit. C'est juste à un moment donné, je lui dis, ça partait du bon sens, quoi. Je lui dis, mais en fait, parce que c'est hyper logique dans le sens où on a envie de rester ensemble, on n'a plus envie d'enfants. Il y a un moyen plus simple qu'elle se bourre d'hormones ou qu'elle se mette un stérilet ou qu'on ait des rapports sous préservatif constamment. Il y a la vasectomie, voilà. C'est devenu hyper logique et d'où mon choix. Elle ne m'a pas influencé et je suis toujours hyper content. Tu en es satisfait de ta vasectomie? Je suis très satisfait de ma vasectomie. Quand tu dis qu'elle ne t'a pas influencé, j'imagine son choix, vous avez discuté beaucoup, mais donc elle t'a quand même influencé dans l'histoire de votre couple. Donc, ouais. Est-ce qu'elle était plutôt pour, plutôt contre? Plutôt évidemment, parce que du coup, elle pouvait abandonner, pouvait laisser de côté tous ses contraceptifs à elle, qui sont quand même autrement plus lourds, à savoir effectivement les hormones, c'est pas génial, le stérilet, c'est pas confortable, enfin je ne sais pas, j'imagine. donc elle, évidemment, elle était très contente de ce point de vue-là. Donc elle m'a influencé dans le sens où, je vois ce que tu veux dire, hein, elle m'a influencé dans le sens où c'est pas pour elle que j'ai fait, c'est pour nous. Et évidemment, sans elle, je l'aurais pas fait. Si j'avais été un homme seul, sans enfant, peut-être que j'aurais même jamais pensé. Là, effectivement, dans le cadre de notre couple, ça faisait complètement sens, quoi. Moi, j'en profite, je te pose la question à toi, mais peut-être qu'à mes
qu'on disciple aussi. Ce que je trouve assez extraordinaire dans la vasectomie, même si c'est très trivial, c'est que c'est une des preuves de confiance les plus absolues qui puissent exister, je trouve, dans un couple, alors qu'il s'agit de effectivement obturer un canal déférent. Donc c'est pas très poétique. Et pourtant, sur papier, derrière ça se cache l'idée. J'avais des projets pour ma vie, je vois ce que j'ai déjà accompli et je fais le choix, vu l'endroit où je suis arrivé et vu ce qui m'attend pour la suite, de bénéficier d'une vasectomie, parce que je sais que vu comme c'est parti, je ne souhaiterais plus dans l'avenir, ou j'aurais pas l'occasion dans l'avenir de réavoir des enfants. Et je trouve ça c'est un peu bizarre de ce contraste entre une opération chirurgicale et quelque chose de très poétique, je trouve. Oui, et après, moi c'est vraiment ça qui m'est arrivé, c'est un changement de perception, hein, effectivement, c'est un déclic mental plus que ah ben voilà, on a fait les 2 enfants, maintenant vasectomie, quoi, on y va. J'avais pas un plan, etc. C'est vraiment, et je trouve qu'il y a mais peut-être vous allez en parler. Il y a une drôle de perception et de beaucoup d'a priori, peut-être en Europe de l'Ouest ou je sais pas quoi. J'ai pas fait de recherche, mais j'ai l'impression que peut-être dans d'autres pays, c'est plus facilement proposé. Ici, je sais pas si c'est tabou ou si c'est simplement non dit ou que sais-je, mais voilà, à partir du moment où c'est rentré dans ma perception, c'est devenu évident. Est-ce qu'on a des chiffres Moi j'ai un 4. Elisa? Un petit peu. Donc en fait, en France et en Belgique, on tourne autour de 1 à 2% au niveau de la vasectomie, tandis qu'on monte à 15-20% au Royaume-Uni et en Allemagne, je pense, si je ne me trompe pas. Et alors au Canada, c'est encore plus que ça. Donc en fait, il y a effectivement vraiment une espèce de tabou culturel dans l'Europe occidentale, mais et encore même pas toute l'Europe occidentale, puisque l'Europe du Nord le vit plutôt bien, donc que je ne m'explique pas tout à fait. Un des points qui est soulevé quand on fait un petit peu des recherches dans le domaine, c'est que le problème, c'est que la contraception, c'est une affaire gynécologique, et qu'en fait, chez nous, en tout cas, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais effectivement, la gynéco, c'est vraiment une affaire de femme. Et même quand on est en couple de manière très stable, en fait, en tant que femme, la plupart, je vais pas me prononcer pour toutes, en fait, on va seul chez le gynéco. Et donc, c'est un peu dommage, parce que le gynéco, s'entend avec nous sur les affaires de contraception, mais donc s'entend avec nous en tant que femme et pas nécessairement en tant qu'entité de couple. Donc en fait, il y a probablement plein de choses qui seraient possibles à partir du moment où les hommes accompagnaient leurs compagnes chez le gynéco. Au Royaume-Uni, la vasectomie est proposée directement aux jeunes filles qui arrivent... Non, pas aux jeunes filles. Non, mais c'est-à-dire qu'elles reçoivent un fascicule. Généralement, les premiers rendez-vous chez le gynécologue, Elisa vient de le dire, les jeunes filles vont seules. Et là, dans le prospectus qui est distribué sur les moyens contraceptifs, eh bien, la vasectomie est proposée. Alors évidemment, quand tu y vas à 15, 16, 20 ans, c'est pas forcément ce que tu vas faire en premier, mais au moins la jeune fille est au courant que ce système existe. Et ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas fait chez nous. Par rapport à ça, je vais te poser la question, Quentin. Quand tu es allé donc chez l'urologue pour consulter, tu y es allé avec ta compagne, comment ça s'est passé un petit peu l'entretien avec lui ou elle, je sais pas si je crois qu'elle aurait été ravie de venir avec moi, tout comme j'étais au rendez-vous gynécologique quand ça concernait nos enfants, effectivement, pas ses problèmes personnels. Ici, ça nous concernait le couple, mais plus pour des raisons d'agenda, on n'a pas... j'y suis allé seul. Et voilà. Et la première question que l'urologue m'a posée, il a regardé mon dossier et il a regardé mon âge, en fait, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je coupe... c'est que lui va couper, c'est ma capacité à faire des enfants. Or, c'est tôt. C'est perçu comme étant très tôt, 38 ans, voilà. Et à ce moment-là, il t'a proposé éventuellement de conserver un échantillon dans une banque de sperme ou... Alors il l'a abordé, mais je pense pas hyper sérieusement, avec peu d'espoir entre guillemets, parce que moi je lui ai dit exactement ce que j'ai dit plus tôt, à savoir les enfants, j'en ai autant que je voudrais en avoir, on est sûr de nous entre guillemets dans le couple. Donc voilà, moi c'est time. Mais c'est quelque chose qui t'a proposé dans la discussion, ouais. etc. Ouais. C'était abordé. Est-ce qu'on doit signer quelque chose? Est-ce qu'il y a une décharge ou quoi? Non, c'est... Un psychologue à rencontrer? Est-ce qu'il y a un temps d'attente obligatoire? Je me souviens pas. T'étais ivre, c'est ça? Non, peut-être qu'il... Oui, il y a eu quelque chose, je sais plus exactement, il y a peut-être un petit protocole, mais moi comme j'étais déjà genre non, on y va, je pense que j'ai pas fait attention, j'ai pas dû signer quelque chose, je pense pas avoir dû signer quelque chose, je suis désolé, là j'ai pas de précision parce que c'était tellement sûr de moi, mais peut-être en tout cas j'avais encore le temps de... Enfin je veux dire, il allait pas m'opérer là dans la minute, donc j'avais encore une bonne semaine pour réfléchir, quoi. Vous êtes en train d'écouter Dans une heure c'est terminé, on est là jusqu'à 20h. Sur Radio Panique, sur Radio 4.
Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do. I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do. Wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Falling in love with you. Murder me, make me happy, talk to me. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more. C'est toujours dans une heure, c'est terminé. On vient d'entendre Walking All Day de Graham Coxon. Et puis Renaud, c'est ta chronique, c'est parti. Mes chers amis, une fois n'est pas coutume, les muses de l'inspiration ne se présenteront pas à moi pour cette chronique. Mot dans lequel on retrouve le mot nick, comme niquer, ce qu'on peut un peu utiliser dans une phrase comme merde, c'est moi qui dois faire la chronique, je me suis fait niquer. Et le mot croc qui ne veut rien dire, et d'ailleurs on s'en bat les couilles. Ah! Les couilles, vous noterez cet habile retour sur le sujet. Bref, du coup j'ai changé le sujet de ma chronique, et là vous allez me dire, oui mais changer d'accord, mais avec quoi? Donc je vais faire un sujet sérieux, et bien casse-couille. Alors, pour les auditeurs chanceux qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas, je fais en parlant de casse-couille le geste des guillemets, ce qui a tendance à souligner l'intérêt que je porte à la chose. Une chronique donc casse-couille, alors c'est ce que je vous réserve puisque je vais parler un peu de l'histoire de la castration à travers les âges. Alors mettez-vous bien au chaud dans vos bourses, bande de petites roubignoles, parce que j'ai pêché quelques détails qui piquent un peu. On retrouve des traces de la castration déjà dans l'Égypte ancienne, où la légende veut que le dieu Seth, qui a tué Osiris, qu'il a coupé en morceaux et jeté dans le Nil, soit poursuivi par sa femme Isis, qui rassemble avec Anubis tous les morceaux, sauf qu'il manque une petite pièce au puzzle, et elle est obligée de lui faire une fellation pour que ça repousse, et que ça lui redonne vie. Et c'est ensuite que son petit garçon, le petit Horus, fâché de ce qui est arrivé à papa, finit par émasculer le vilain Seth et obtenir vengeance. Voilà la première trace de la castration dans l'histoire. Tu sens l'hiéroglyphe. Bien sûr, de travers.
Ou encore, on retrouve l'histoire des cyclopes et des titans en Grèce, où Gaïa et Ouranos se marrent bien, font plein de petits morpions, mais qui sont un petit peu turbulents. Du coup, pour pouvoir travailler tranquille, Ouranos les envoie dans les Tartares. Gaïa, elle est moyen chaude avec cette idée, et donc elle offre à son petit chouchou, le Chronos, une petite faucille en diamant qui va permettre à ce dernier de couper net les valseuses à papa en prenant la tige avec, et il lance le tout dans la mer, ce qui, parmi d'autres histoires, aurait donné naissance à, je vous le demande, Zeus. Et là, je vais citer, ça va peut-être te mettre sur la voie, citer la théogonie. Tout autour, une écume blanche sortait du membre divin de cette écume, une fille de format. L'Etna, un volcan, un truc. Non, on y est presque. Mais on est sur Aphrodite, bien sûr, déesse de l'amour et des plaisirs de la chair. Alors, dans l'océan, ouais. Alors, une autre histoire sympa, elle parle d'Attis, issue de l'union entre Nana, la fille du dieu du fleuve, et de la cueillette d'une fleur d'amandier. Comme quoi, sortez toujours couvert, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un charmant amandier qui passe par là. Attis est donc grand, fort et beau comme Henri, et la déesse si belle en tombe, raide dingue amoureuse. Mais Attis, qui frouchonne un petit peu avec la déesse, n'est pas prêt à s'engager parce qu'il est promis à Sagaritis, la nymphe, qui, elle, folle de jalousie, rend le bel Attis fou et qui finit par s'auto-castrer. Ouais, oui, non, c'est fleuri. Un peu plus loin dans l'histoire, difficile de passer évidemment à côté des eunuques de la Rome et de la Grèce antique qui avaient réputation d'être d'excellents conseillers car ayant l'esprit libéré de toute distraction sexuelle, ils seraient plus loyaux, plus courageux car bien sûr ils n'ont pas de compte à rendre à une quelconque épouse qui n'arrête pas de les emmerder, comme quoi après le Sénat ils devraient juste acheter du pain et des olives sans passer par le forum pour aller rigoler avec les copains et que si ça continue, eh ben, je retourne chez ma mère avec les enfants. On dit mais vas-y oncle Morieux, arrête de me cassus les couillus. Et je préfère aller chez Caius, lui il me comprend. Et donc pour les auditeurs chanceux qui nous écoutent mais qui ne nous voient toujours pas, je refais en parlant de Cassius Couillus le geste des guillemets mettant en place un comique de répétition hilarant. Et pour poursuivre avec les eunuques que l'on met au service donc des femmes pour garder ces dernières, et paf de nouveau guillemets autour de garder tant le sous-entendu est fort. Il ne faisait effectivement pas que les garder. Le comique de répétition est installé, chers auditeurs, je ne vous raconte pas la poilade générale dans le studio. Pour les Romains, il y a 3 types d'eunuques. Les thlaciers, les spadones et les castrati. Alors les thlaciers, c'est des petits garçons de moins de 3 ans à qui on coupe tout avant donc 3 ans. Et on leur donne un bain bien chaud, on prend les petites babelles, on fait... On tourne jusqu'à ce que ça fasse clac. Ou bien on prend une ficelle qu'on serre fort et puis hop, ça tombe tout seul. Donc si Newton était né un petit peu avant, il aurait découvert la gravité bien plus tôt. Hein. On a le droit de rire à ça, c'est très compliqué de rire. Les spadones ensuite, mais c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est réalisé après la puberté, donc on laisse l'opportunité à ces jeunes garçons de pouvoir rigoler avec leurs zizi, ce qui n'est pas des moindres. Et on arrive aux castrati, donc les plus connus, à qui on ne laisse ni les boulettes ni la saucisse, et qui gardent donc cette voix aiguë caractéristique, tellement agréable à écouter chanter. On retrouve aussi en Chine, dès la dynastie des Han, des castrati, qui nous expliquent qu'il faut bien couper le boudin à ras du pubis pour pouvoir mettre une petite canule à pipi, parce que c'est important, ils doivent continuer à uriner. Et qu'ils apparaissaient à la cour impériale parce que ça faisait classe d'avoir ces castrati. Le petit côté sympa chez les Chinois, c'est qu'ils attendaient généralement qu'ils aient au moins un enfant pour pouvoir continuer à faire perdurer le patrimoine génétique. Évidemment, vous connaissez les eunuques des harems où seuls les eunuques noirs étaient autorisés. Malgré l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, cette pratique va perdurer jusqu'au XXe siècle. L'Église aussi a sa petite histoire de castration, vu qu'un petit chœur d'angelot qui chante dans la chapelle Sixtine, c'est si divin, guillemets. Il faut clore du rire ici, la rigolade est impressionnante. Je les maintiens pour pouvoir continuer ma chronique. Et pourquoi ? Parce que les castrats à l'Église ne permettaient pas aux femmes de chanter simplement dans les chapelles. Et donc il fallait pouvoir avoir des castrats pour pouvoir remplacer les voix des femmes dans les chapelles. Et je finirai par la secte des Skopzi, des hommes comme des femmes qui se font retirer les organes génitaux et les tétons pour résister à l'appel du sexe et accéder au royaume des cieux, ou encore même en Inde, puisque cette pratique existe toujours, bien qu'interdite au XIXe siècle. Elle existe encore pour pouvoir apprendre le chant sacré en l'honneur de Bahucharamata. Des adolescents se font mutiler et très souvent, malheureusement, ils terminent dans la misère et la prostitution pour pouvoir survivre.
Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, guillemets, parlons technique, où l'arsenal de base pour pratiquer une bonne castration, c'est le trio indémodable garrot, rasoir, canule. Garrot pour serrer, rasoir pour couper, canule pour faire passer l'urine. Je ne fais que survoler le bistournage, castration réalisée par l'écrasement des testicules et la perforation des petits canaux déférents par des petites aiguilles. Ah, bah, c'est celle-là que j'ai. Je mentionne à peine l'équipe chirurgicale composée d'un barbier étant les seules personnes à avoir des lames à l'époque, qui faisait office de chirurgien, et des 2 assistants nécessaires pour maintenir l'heureux patient qui avait l'obligation de répondre à la question « Êtes-vous consentant ?» après avoir déjà été saisi vigoureusement par les pruneaux pour en chasser tout le sang. Et bien sûr, il n'oubliait pas la fameuse petite canule à remettre dans l'urètre pour pouvoir faire pipi. Voilà quelques petites infos que vous pouvez découvrir sur raconte-moi-l'histoire.com ou encore des petites indiscrétions de l'histoire qui fourmillent d'anecdotes sur ce sujet. Je n'en ai pris qu'une petite partie. Et maintenant, vous me direz, où est donc la note joyeuse que je vous promettais un peu plus tôt? Elle arrive maintenant avec la chanson que Thibaut va nous faire écouter. Et je réitère une dernière fois avec le titre de la chanson Mes petits guillemets fanfarons dans la rigolade intégrale du studio. Every sperm is sacred des Monty Python. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If the sperm is wasted, God gets quite irate. Let the heathen spill theirs on the dusty ground. God shall make them pay for each stone. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Monsieur Quentin, je me retourne à nouveau vers vous. On a parlé du choix et de la prise de décision avant la vasectomie. On a parlé de l'opération en tant que telle. Et on n'a pas encore parlé de comment ça se passe après. Est-ce que là aussi, il y a des petits effets secondaires à la vasectomie ? Comment se sont passés tes jours et tes semaines après ton opération ? Tout de suite après, super simple, c'est une one day clinique, donc je te sortis le soir et j'ai pas eu de douleur particulière. Un léger, c'est comme une sensation comme un léger bleu au niveau du scrotum. Oui, c'est une petite incision Ouais, fait, qu'ils font sur le côté du scrotum, de chaque côté, c'est vraiment très discret. C'est à peine visible. Aujourd'hui, je vois plus rien. Enfin, je veux dire, on ne remarque plus. C'est pas une séquelle. T'es devenu aveugle. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, vraiment, pas de douleur, mais une appréhension constante de la douleur, comme si je devais en ressentir une, mais en fait, non. Jamais vraiment rien. Sexuellement, pas de séquelles, j'allais dire rien, mais en fait, si, justement. Pas de changement. Pas de changement. Et visuellement, je veux dire, au niveau substance, visuellement, il n'y a pas de changement non plus, parce que comme tu le disais, effectivement, le sperme reste le même, quoi, en fait. Donc vraiment, au niveau séquelles, à part le fait que je suis plus fertile, ou on doit encore me le confirmer complètement, mais oui, c'est ça, parce que tu dois quand même encore faire des tests pour contrôler que ton sperme est bien absent de spermatozoïdes. Ouais, j'ai subi. Là, je vais pas dire j'ai bénéficié, mais j'ai subi un spermogramme, donc qui consiste à éjaculer dans un petit pot et à le peser. Donc ça a été fait plus d'1 mois après, parce qu'il y avait mes vacances entre temps. Donc normalement c'était 1 mois, mais là j'ai fait 1 mois et 15 jours, on va dire. Premier spermogramme qui s'est avéré encore. Enfin, il restait 3 individus sur 100 000, sur 100 milliards et qu'ils étaient immobiles, donc a priori c'est bon, mais je dois encore y retourner une fois. C'est pas glamour comme expérience, mais si on le fait avec un peu d'humour, tout est bien. Si on le fait en faisant le geste des guillemets, enfin à une main, c'est bon, ça passe quoi. Alors c'est super drôle, c'est un bonheur. Aucun impact sur la virilité, sur le sentiment de... Non, plutôt... Enfin, moi, je le prends bien avec un peu de fierté. Donc, finalement, l'impact, il est plutôt positif. Je suis content de l'avoir fait parce que j'étais sûr de moi. Mais il y a, pour le reste, rien. Je suis toujours aussi dur. Non, mais sur l'érection, disons-le, ça n'a aucun impact sur l'érection. C'est bien que tu répondes franchement, parce que la question de Thibaut était timide et n'osait pas vraiment aborder le vrai sujet. Il faut lui dire les choses. Même érection. Que voilà, c'est aussi, on ne sait pas quel impact ça peut avoir psychologiquement sur un... De fait, là tu rentres en terrain inconnu. C'est-à-dire que moi je ne savais pas si à un moment donné j'allais pas m'écrouler 2 semaines après en disant qu'est-ce que j'ai. Mais en fait non. Ok. Voilà. Et c'est important aussi de souligner que c'est important d'avoir une vie sexuelle après, parce qu'il faut avoir au moins jusqu'à 20 éjaculations pour pouvoir nettoyer
Ouais. le circuit de tous les spermatozoïdes qui restent. L'urologue m'avait fait la remarque d'avoir un maximum de rapports, ou en tout cas d'éjaculation, jusqu'au spermogramme. Oh, Ce c'est que dur, ça. j'ai suivi le truc à la lettre. C'était pas facile. Hein. mais par contre, ça présage de belles questions au niveau des sociétés qui vont voir de plus en plus les hommes prendre une place dans la contraception du quotidien. C'est, en tout cas, au niveau des couples, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que c'est surtout une pratique de couple, parce que je vois mal les filles non mariées, entre guillemets, faire autant confiance à autrui au point de complètement abandonner sa propre contraception. Je suis pas une femme, mais j'ai l'impression que ce serait compliqué. Quand Ça même. va demander du progrès, parce qu'effectivement, à ce stade, quand on interroge en fait la majorité des femmes, elles sont encore relativement réticentes à confier cet aspect-là à un homme, à leur partenaire, mais tout simplement parce que historiquement parlant, il y a effectivement le fait qu'à partir du moment où il y a une contraception qui foire, le fardeau en fait il tombe principalement sur les épaules des femmes. Et ça reste fameusement ancré, et donc je pense que le développement de ces contraceptions masculines peut justement aider en fait à libérer un petit peu les épaules des femmes de ce poids-là. Donc, voilà, je pense que au nom des femmes, je peux dire qu'on a hâte que ça se développe un petit peu plus. Que fait la recherche ? Alors quel changement sociétal ça va apporter, ça, Elisa ? Voilà, parce que si donc déjà les femmes vont devoir un petit peu plus faire confiance à leurs hommes sur cette question-là. Formulé comme ça, c'est très accusateur vis-à-vis des femmes, ce que je trouve moi personnellement un petit peu délicat, parce que voilà, faut se rendre compte ici, c'est vrai que là on discute entre gens qui avons fait des recherches sur ce sujet, mais je pense qu'il faut se rendre compte que dans le quotidien des femmes, quand elles tombent enceintes, eh bien ça arrive quand même très très régulièrement qu'elles soient complètement abandonnées par leur partenaire, qui est parfaitement démissionnaire par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait il semblerait, mais il n'y a pas vraiment d'études que j'ai pu trouver qui parlent de cet aspect-là, mais qu'en fait les hommes sont forts demandeurs de contraception masculine. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, ou bien si c'est une question que vous vous êtes jamais vraiment posée, mais c'est vrai qu'en tant que femme au sein d'un couple, c'est un poids qui nous revient un petit peu d'emblée, d'office, je dirais, sauf quand il s'agit de préservatifs, mais souvent c'est limité aux premières semaines de relation, à moins qu'il y ait quelque chose de spécifique chez la femme dans le couple qui fait qu'elle ne peut pas endosser le poids de la contraception, mais dans l'ensemble c'est quelque chose qui revient principalement aux femmes. Et qui effectivement pose la question de la confiance. À partir du moment où les femmes ne se sentent pas de confier la contraception aux hommes, c'est que sociétalement parlant, il y a quand même un sacré truc qui déconne, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je n'ai pas de réponse à donner. Pourquoi est-ce que ça en est encore à ce stade-là ? Mais est-ce qu'on ne sait pas facilement se dire qu'en démontrant via un test que l'opération a été effectuée correctement et donc il n'y a plus aucun risque à courir pour la femme. C'est pour la vasectomie. Ouais, maintenant, si on passe à une autre méthode. Et je pense que la vasectomie pose moins problème, parce que souvent elle intervient, comme Quentin disait, au terme d'un processus vraiment au niveau du couple. Il y a une réflexion sur le désir d'enfant, etc., vu que c'est un côté définitif. Mais quand on pense à des méthodes qui sont pour l'instant en développement, mais qui sont beaucoup moins définitives... Oui, mais est-ce que ce manque de confiance des femmes est pas lié à la méconnaissance de ces méthodes et aussi au fait qu'elles ne sont pas encore du tout validées par des grandes instances. Écoute, j'aurais du mal à te dire, parce que après, très personnellement, moi j'aurais pas trop de problème à faire confiance à mon partenaire au niveau de la contraception. Je pense même qu'il serait plus fiable que moi, pour être parfaitement honnête. Mais je sais que les femmes rapportent vraiment majoritairement un grand sentiment de méfiance, avec l'idée de oui, mais bon, lui il va oublier de mettre son slip une journée, lui il va oublier de mettre son gel, il va oublier de faire son injection, et qui sait qu'il va se retrouver enceinte, c'est moi, pas lui. Et donc il y a ce côté comme ça, c'est quelque chose que les femmes rapportent, quoi, vraiment une méfiance vis-à-vis de l'habilité de l'homme à prendre en charge la contraception à partir du moment où c'est pas lui directement qui va en subir les conséquences, ce qui est évidemment hyper questionnant pour le couple, quoi, parce que si on est dans un couple où l'homme se barre au moindre signe de grossesse non désirée, c'est triste, quoi. Ouais, je suis en juste léger désaccord sur l'idée que c'est vraiment la femme qui va être évidemment impactée plus nettement que l'homme, mais peut-être pas dans la proportion que tu sembles évoquer. Le ressenti. Non, mais moi je suis d'accord avec toi et donc en désaccord avec ce que je rapporte, mais c'est des propos que j'ai retrouvés moi quand les femmes sont interrogées sur la contraception masculine. C'est quelque chose qui revient régulièrement, quoi. Donc de nouveau, moi personnellement, à titre d'opinion personnelle, je me sens pas concernée par cet aspect-là, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que ça dépend pas des contextes, genre en couple ou bien quand on est encore aux études et que
on a peut-être des rapports un peu plus variés, on va dire. Oui, alors effectivement, hein, je veux dire, dans l'ensemble, mais bon, après, ça, je ne sais pas, c'est peut-être à vous de dire, mais l'attitude quand on est dans un où on a plusieurs partenaires, la gestion des aspects de contraception, enfin, je sais pas, en tant qu'homme, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée de compter sur le fait que c'est les filles qui gèrent, quoi. Moi, je connais justement l'histoire d'un homme volage qui avait décidé donc de faire une vasectomie parce qu'il avait plusieurs partenaires et qui voulait pas se faire avoir par l'une ou l'autre contraception défectueuse. Mais oui, voilà. Après, c'est vrai que dans ce cadre-là, je pense que tout un chacun est mieux de gérer soi-même. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dans le cas d'un homme volage, là où les femmes, c'est un peu, elles ont la pilule par défaut dès 15-16 ans, quoi. C'est un peu terrible, en fait. Ouais. Mais dans l'état actuel des choses, par contre, je trouve que, en considérant que la vasectomie ? Non, pas la vasectomie, pardon. La contraception masculine hormonale est encore un peu en l'état d'expérimentation. Je trouve qu'il y a une vraie complémentarité. Enfin, je trouve que l'histoire de Quentin, dans un schéma entre guillemets classique où t'as 38 ans, ça fait 15-20 ans que t'es avec la même compagne et vous avez déjà 2 enfants. Ça, je trouve que c'est vraiment une opportunité actuellement de te dire, avec ta vie sexuelle qui commence, peut-être effectivement la femme qui prend à sa charge, parce qu'il y a un peu plus de flexibilité comme dans la contraception féminine. Et dans un second temps, avant la ménopause, quand même, l'homme qui prend le relais, je trouve que c'est pas applicable à toutes les histoires et à tous les couples. Mais je trouve que c'est un bel équilibre. Mais alors, c'est particulier parce que on est quand même, nous, une génération où nous avons grandi dans des familles où ça a toujours été la femme, en fait. Et nous-mêmes, on a créé nos couples et nos familles où ça a toujours été la femme qui était responsable de la contraception. Moi, j'ai eu une mère qui, à un moment donné, elle n'a plus pu avoir d'enfants. Et en fait, dans ma tête, ça a toujours été la femme qui est responsable de si oui ou non, il y aura encore des petits frères, si oui ou non, il y aura encore des enfants. Et donc, je pense que ça va prendre quelques générations avant que ça rentre dans les habitudes et que ce soit... En même temps, je trouve ça... C'est vraiment des questions... Je rejoins Quentin, c'est vraiment une histoire de contexte. Je n'ai personnellement pas d'enfant, mais peut-être que j'en aurai, et peut-être que j'aurai une fille de 14 ans un jour. Et c'est vrai que moi, je sens que je vais plutôt avoir comme discours envers ma fille de 14 ans, cocotte, sois maître de ta contraception et de ce que tu fais de ton corps, dans le sens tu vas pas te marier tout de suite, tu te marieras peut-être dans 10 ans, donc les 10 prochaines années, je sais pas ce que tu vas faire, mais ce serait bien que tu puisses avoir le contrôle sur ta vie. Et donc j'ai l'impression que ça c'est une forme d'impondérable. Mais ce qui va se passer avec ta fille de 14 ans, c'est que peut-être que tu voudras pas qu'elle prenne la pilule parce que c'est une saloperie, mais par contre son premier mec qui viendra à la maison, tu vas lui dire excuse-moi mais est-ce que tu prends un moyen contraceptif ? Et ça c'est quelque chose qui est quand même difficile à imaginer. Enfin, je suis tout à fait... Moi je suis... C'est pas ça que je dis, hein. Non, je dis pour moi, j'ai l'impression que les femmes sont malheureusement un peu condamnées, entre guillemets, à assurer leur propre contraception entre 14 et 24 ans. Mais ça va changer. Le même discours devrait être tenu avec un garçon. Avec un garçon, ouais. Mais non, mais sauf qu'on parlait un petit peu de... Je veux dire, si les temps restent et deviennent encore peut-être un peu plus libertaires, les gens ont des partenaires, il y a des choses qui sont pas du tout prévues. C'est quand même compliqué de se dire, dans un rapport sexuel qui peut arriver à peu près n'importe quand et n'importe où, de se dire, tiens, on va laisser autre... Enfin, toi, ma fille de 14 ans, en fait, ce serait bien que tu sois dans la confiance. Ton fils de 14 ans, fais attention à ce qu'elle ne te fasse pas un gosse dans le dos, c'est la même chose. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive pour les ados, quoi. Les ados, enfin, je veux dire, les mecs, quoi. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est exactement ça que les mecs vivent. Ils sont pas maîtres de leur reproduction, je vais dire. Mais je dis pas du tout qu'il faut arrêter, il faut bien sûr que les garçons, je veux dire, mettent des capotes, tout ça pour se protéger. Mais est-ce que vous arrivez vraiment à un moment à vous dire que vous serez suffisamment rassuré pour du coup ôter une partie de la contraception à votre fille, vraiment ? Si la grossesse ne devient plus une affaire de femme. Le problème, c'est que pour l'instant, la grossesse est une affaire de femme. Et voilà, on est dans une question où en fait, ce qui fait peur là-dedans, c'est de dire que s'il y a un accident, c'est ta fille qui tombe enceinte. Oui. Et pas le copain de ta fille. Mais ça, c'est un impondérable. Effectivement, mais ça devrait pas. Ouais, mais c'est comme ça, c'est le réel, c'est que c'est toujours... Bien sûr, c'est quand même... mais ça reste sociétal aussi, pour l'instant. Je veux dire, on est dans un truc où, malgré tout, à ce stade, en fait, techniquement, l'homme devrait être aussi responsable du fait qu'il y ait une grossesse non désirée. Enfin, je veux dire, il y a tout à fait moyen de prouver la paternité et de dire qui est en jeu et qui fait partie du plantage contraceptif, quoi. Il n'y a pas juste la femme. Non, bien sûr, mais on peut pas... J'ai l'impression que c'est une forme d'utopie de penser qu'il puisse vraiment y avoir une égalité face à ces questions-là. Il y aura quand même... Il n'y a rien à faire. C'est quand même... Moi, j'ai envie d'y croire, mais... que les hommes puissent être
enceinte. Mais non, dans le fait qu'il y a vraiment une responsabilité qui est entièrement partagée entre les deux personnes qui sont impliquées dans la grossesse non désirée, quoi. J'ai envie d'y croire, mais c'est aussi un discours qui est lié au fait que moi, depuis mon adolescence, moi je prends la pilule en continu depuis 15 ans, quoi. Enfin, purée, quoi. Ouais. Hormonalement parlant, c'est vachement lourd et je serais vraiment pas contre le fait de pouvoir relâcher la pression à ce niveau-là, parce que même quand t'es ado, même quand t'es dans des relations où tu utilises des préservatifs, on te dit prenez la pilule quand même, parce qu'un préservatif ça craque. En fait, un préservatif c'est efficace que dans 90% des cas en moyenne. Donc un préservatif ça craque, donc toi en tant que femme t'es prêt à prendre la pilule en plus, même dans des relations où tu utilises un préservatif soit comme moyen contraceptif, soit comme moyen de protection contre les MST. Donc en fait tu te retrouves perpétuellement sous hormones pendant 15, 20 ans, plus même, hein, beaucoup plus. Est-ce qu'on peut dire que la recherche était en marche, que en fait historiquement, le poids était sur les individus femelles, les dames, les femmes, et que en fait maintenant ça a tendance à changer, et que peut-être dans une génération future on verra des moyens contraceptifs efficaces sur les hommes, rapides, j'en sais rien. La recherche ne s'arrête jamais. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que justement tu poses la question de la recherche, et il y a l'air d'y avoir une énorme dissociation entre la recherche et les personnes. C'est-à-dire, dans l'étude dont je parlais, en fait, quand j'ai présenté les moyens de contraception hormonaux pour les hommes, il y a une étude qui s'est menée aux États-Unis. Donc, j'avais dit que les contraceptions hormonales avaient été arrêtées aux États-Unis, mais qu'elles étaient autorisées en France. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les hommes ont rapporté donc un certain nombre d'effets secondaires que j'avais mentionnés, donc genre acné, une petite prise de poids, des changements au niveau de la libido, donc des trucs qui, en fait... toutes les femmes qui prennent la pilule rigolent quand elles entendent ces effets secondaires, parce qu'on se les coltine à fond aussi, quoi. Donc c'est vraiment, ça fait partie du quotidien à partir du moment où tu prends la pilule en tant que femme. Et donc là, l'essai clinique a été arrêté pour cette raison-là. Et en fait, c'est pas parce que les hommes qui participaient et qui rapportaient ces effets secondaires s'en plaignaient, pas du tout. Eux étaient en fait, à très très grande majorité, donc 75% des participants, voulaient continuer à utiliser cette méthode de contraception. Et donc, au-delà de l'étude, etc., voulaient continuer l'étude d'une part, mais voulaient continuer à les utiliser aussi dans leur quotidien à eux. Mais c'est le comité de gestion de la recherche qui a décidé d'arrêter l'étude. Donc, c'est même pas les gens que ça concerne. C'est des scientifiques au-dessus qui ont dit « Non, ça c'est trop d'effets secondaires, on va arrêter ». Grand mystère, quoi, sur ce qui s'est passé à ce niveau-là. Après, comme je disais, c'est spécifique aux États-Unis, puisqu'en France, cette méthode-là, par contre, elle existe, même si elle est extrêmement peu pratiquée et prescrite. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, mais il faut y croire. Un jour, la contraception sera aussi une affaire des hommes. Non ? Oui. Moi, j'espère, perso. Moi, j'y crois. Voilà, c'est fait. C'est radical, mais c'est fait. Vous venez d'entendre Dans une heure c'est terminé, l'émission du Collectouf, disponible en podcast sur la page Facebook du Collectouf, K-O-2-L-E-K-T-O-E-F, disponible aussi sur la page de Radio Panique, radiopanique.org, panique avec un K. On se retrouve dans 2 semaines, on ne sait pas encore de quoi on va parler, le travail commence maintenant. À bientôt. À bientôt.